Je me suis pas inscrite dans une école ni rien. Normalement, un CAP, c'est 2 ans à l'école. J'ai commencé à réviser en janvier parce que je le passais en juin. En 6 mois, j'ai révisé chez moi, toute seule, sans centre de formation, sans rien. On est bien d'accord que c'est pas normal. Après, je pense que j'avais des bases. Déjà des bonnes bases. Des petites bases, on va dire. Et après, en fait, quand c'est ta passion, mais t'apprends à une vitesse. En fait, chaque information que tu découvres, tu fais « Ah ouais, mais c'est trop bien !» Alors que quand j'étais en cours d'histoire géo, j'étais « Ouais, ok, j'en ai rien à foutre. » Tu vois, vraiment. Et quand c'est ta passion, déjà, l'information, tu la trouves géniale. Et elle reste dans ton cerveau. Et t'as encore en plus envie d'apprendre et de... Voilà. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a mené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On est donc avec Lorraine. Salut Lorraine. Salut. On te connaît moins sous le prénom de Lorraine que sous ton pseudo. Ouais. Cook and Record. C'est ton pseudo sur l'intégralité Absolument, oui. des plateformes, des réseaux, etc. T'es créatrice de contenu. Oui. Est-ce que tu te présentes comme ça d'ailleurs ? Oui, je préfère. Ouais. Oui. J'aime pas trop le terme influenceur. Ouais. Même si c'est souvent le nom qu'on met à mon métier et à mon activité. Et très récemment, on a commencé à nous appeler des créateurs de contenu. C'est un peu plus long, mais je trouve que c'est un petit peu plus... Ça reflète plus la réalité, c'est plus flatteur. Qu'est-ce que t'aimes pas dans le terme d'influenceur ? Enfin, c'est ouf de se dire, c'est un métier. Mon métier, c'est influencer les gens. Enfin, c'est pas possible, on veut pas dire des trucs pareils, tu vois. Ça, je sais pas, je me suis pas dit, ok, ce matin, je me lève, mon but, c'est d'influencer les gens. Non, mon but, c'est de les aider, en fait, c'est de partager ma passion. Ouais. Donc, créateur de contenu, c'est carrément plus adapté, à ce qu'on fait. Et puis, on crée du contenu, donc c'est carrément plus ça, ouais. Tu crées du contenu plus spécifiquement sur les gâteaux. La pâtisserie, oui. On va parler un petit peu de comment t'en es venu à te lancer dans ce créneau spécifique qui est un créneau en plus porteur, hein, parce que tes réseaux marchent super bien. T'as quoi ? T'as 600 000 abonnés sur Facebook ? Ouais, c'est ça. Ouais. Je savais même pas qu'on pouvait avoir 600 000 abonnés encore en 2022 sur Facebook, mais non, c'est vrai. Détrompe-toi, ouais. Sur Facebook, là, tout ce qui est bouffe, ça marche énormément. Ouais. J'imagine c'est un public un peu plus âgé que t'as. Exactement. Et à côté de ça, t'es aussi capable, tu vois, d'avoir 500 000, presque 500 000 abonnés sur TikTok. Ouais, c'est ça, oui. Donc j'imagine pour des gens beaucoup plus jeunes, quoi. Donc c'est ouf en fait, tu vois, je me suis rendu compte, je me suis dit mais t'arrives vraiment à toucher sans doute les mamies gâteaux, quoi, parce que pour le coup c'est sans doute ça, qui font des gâteaux pour leurs petits-enfants, et à côté de ça peut-être des jeunes apprentis qui vont peut-être se lancer dans un CAP cuisine ou un CAP pâtisserie, pardon, on en parlera, parce que t'as passé aussi ton CAP pâtisserie et t'as partagé ton parcours à travers ton CAP pâtisserie. T'as bien révisé, c'est bien, hein. Écoutez, je fais bien mon travail, mais après franchement, j'en connais pas beaucoup plus, et en fait, j'ai vraiment hâte de découvrir. Et donc, la première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait, à quoi tu ressemblais quand t'avais 7-8 ans ? On revient loin dans l'enfance. Alors, c'est marrant parce que du coup, quand tu me dis à quoi tu ressemblais, il y a un truc qui me marque, c'est que j'avais les oreilles décollées. Je sais pas pourquoi, c'est le truc. C'est les souvenirs que j'ai, c'est des photos de moi, souvent dans la boulangerie de mes grands-parents, mais avec cette tête de oreilles décollées, voilà. Donc ça, je ressemblais à ça. Et je pense que j'avais la farine sur le nez, du chocolat au bout des doigts. Et donc t'étais déjà dans le game des gâteaux, quoi. Ouais, j'étais déjà dans le game des gâteaux, ouais, c'est sûr. Tu l'as mentionné, mais tu l'as mentionné aussi parce qu'on va en parler, mais dans ton livre, tu mentionnes dans la préface que ton papy faisait des gâteaux et qu'il y a cette fameuse histoire, si je me trompe pas, où c'est un peu ton papy qui t'a expliqué comment faire la pâte au chou, c'est ça ? La pâte à chou, pardon. La pâte à chou. Je suis pas spécialiste. Mais c'est joli, pâte au chou. Pâte au chou. Ça fait un peu patachon, mais c'est bien. Mais donc ton papy faisait des gâteaux, c'est ça ? Tes grands-parents ? Mes grands-parents tenaient une boulangerie et pâtisserie, voilà, dans le village où j'habitais, où j'ai grandi. Et effectivement, en fait, ce qui était
très marrant, c'est que quand j'étais petite, en fait, mes parents ont voulu reprendre la boulangerie de mes grands-parents. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté la maison mitoyenne et du coup, moi, j'habitais en fait vraiment la maison collée à la boulangerie. Donc, le matin, quand mes parents partaient travailler, ils me laissaient en fait dans la maison, étant petite, dans ma chambre, qui était collée au mur, qui, tu vois, était adjacent à la boulangerie. Ils mettaient un babyphone dans ma chambre, un babyphone dans le fournil de mon papy, et moi je le savais, et quand je me réveillais, je faisais « Papy, je suis réveillée !» Il venait dans la maison, il venait me récupérer, puis là il me donnait mon biberon, une viennoiserie, puis après ma mamie elle s'occupait de moi entre deux clients, voilà. Mais cette histoire est dingue. Ouais, c'est le souvenir que j'ai. T'avais quel âge? Je sais pas, C'était bébé. Un bébé qui peut un peu marcher quand même, tu vois, c'est pas, voilà. C'est pas ultra bébé, mais j'étais vraiment petite, tu vois. Donc t'as grandi aux côtés de ton papy et de ta mamie dans le fournil. Ma mamie, c'était notre nounou, en fait. Donc, le matin, c'était ma mère qui nous emmenait à l'école quand même. Et après, le midi, ma mamie nous récupérait, elle nous faisait manger, elle nous ramenait à l'école. Le soir, elle allait nous rechercher à l'école en attendant que ma mère vienne nous récupérer. Et du coup, on était habitués à ça, quoi, au fournil. Le mardi soir, parce que j'avais pas école le mercredi, c'était un plaisir de dormir chez mes grands-parents. Tous les mardis soirs, je dormais chez eux. Et puis, ce qui était rigolo, c'est que du coup, je dormais dans le lit de ma mamie, on regardait des émissions. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui repassent à la télé en ce moment, genre, c'était quoi il y a de la vérité qui compte. Ouais. Et tu vois, moi, j'ai grandi avec ma mamie qui disait « Oh, regarde le rideau ce soir !» Tu vois. Et à la pub, on allait soit chercher une glace parce qu'ils vendaient des glaces, soit une sucette ou un truc, tu vois. Et c'est vraiment... Vous alliez dans la boulangerie? Oui, en fait, leur maison était juste au-dessus de la boulangerie. Donc, on avait juste à descendre les escaliers, on arrivait, il y avait tous les bonbons et tout, qu'est-ce que tu veux, allez, et j'avais mon petit bonbon et je remontais et on regardait la fin du programme, quoi. Donc, c'est plein de bons souvenirs comme ça. Non, mais le rêve de tous les mômes, quoi, de pouvoir avoir accès au bon bec de la boulangerie. Tous les dimanches, il y avait une galette au sucre qui m'attendait sur ma table après ma grande grasse mat à 11h30. Ok, et tu vois, c'est marrant parce que tu vois, je me suis dit, ok, t'es venu assez tard à la pâtisserie finalement, on va parler un peu de ton parcours, mais t'as fait des études un peu plus classiques en fait. Oui, carrément. Avant de te remettre à la pâtisserie, mais je me dis, c'est quoi le parcours que t'as fait à ce moment-là en fait pour te dire non, mais en fait, en vrai, c'est ça que je veux faire, quoi. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que tout le monde a vu très vite que j'aimais la pâtisserie. Donc je pense que j'étais clairement influencée par là où j'ai grandi, évidemment. Mais j'ai aussi très vite compris que faire des éclairs pour faire plaisir à ma famille, c'est cool, mais faire des éclairs tous les jours pour achalander des vitrines, ça allait être juste insupportable en fait. Okay. Et du coup, ce côté passion allait devenir, s'il devenait un métier, ça allait être production tous les jours et intense et du coup perte de plaisir. Et je pense que ça m'a vraiment affolée et fait très peur de perdre ce plaisir que j'avais en pâtissant. Donc j'ai dit non, tout le monde me dit mais elle va faire des études en pâtisserie, et j'ai dit non, vraiment ça m'intéresse pas du tout. Et donc je suis partie en bac général, DUT de gestion, licence marketing, master marketing, en me disant je vais trouver un travail en fait comme tout le monde, quoi. Enfin, ok. Oui, parce que et c'est un truc qui revient très souvent d'ailleurs, c'est un vrai danger de faire de sa passion son métier. Oui. Ouais. Ah mais moi c'était clairement ça. Je me voyais pas tous les jours faire ça par obligation pour pouvoir en vendre. Puis là je parle des éclairs, mais des éclairs faut les faire à plein de saveurs différentes. Puis il faut aussi faire toutes les viennoiseries, tous les pains, c'est énormément de travail. Et ça par contre je le voyais que c'était beaucoup de travail. Le rythme de mon papy il était juste effréné en fait. C'est vraiment un rythme qui est complètement différent. Il se levait donc il allait un peu se coucher vers 20h, quelque chose comme ça. À minuit il se levait pour faire une certaine tâche, puis il allait se recoucher. Ma mamie, elle, se levait vers 3-4 heures pour faire décongeler les viennoiseries, puis après à 6 heures pour les faire cuire. Enfin, ils se relayaient comme ça, mais avec des horaires. Ils pouvaient même pas dormir ensemble tellement, en fait, l'un réveillait l'autre et tout. Ils avaient chacun leur lit, chacun leur chambre, tu vois. Donc, je voyais qu'il y avait quelque chose de très dur et difficile dans ce métier. D'accord. Donc, t'as préféré te dire, bon, bah, plutôt que de faire ça, moi, je vais plutôt aller faire des études un peu plus classiques. Ouais, voilà, c'est ça. T'as fait du market, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du marketing en particulier? Alors, ce qui m'a donné envie, j'ai fait un DUT de gestion qui avait vraiment proposé plein de matières différentes, et parce que je savais toujours pas ce que je voulais faire de ma vie, et il y avait du marketing dedans. Et en fait, je suis partie au Canada faire un semestre qui en fait était full marketing. Et je pense que les profs québécois m'ont convaincue. J'ai trouvé ça incroyable. Toutes les matières, je les adorais. J'ai dit allez, je rentre en France, cool, je sais à peu près ce que j'aime. Et donc je suis partie là-dedans. Et en vrai, ça m'a, je sais pas, il y a un côté, c'était pas commercial, c'est genre, je voyais
l'image que j'en avais, c'était, tu vois, imagine, on fait un produit, le produit va finir, je sais pas, dans un supermarché. Comment on fait pour que, sans qu'il y ait personne à côté en disant, hey, testez mon produit, comment on fait pour qu'il se vende tout seul, ce petit produit, tu vois. Et je me disais, en fait, c'est tout ce qu'on a fait autour, les efforts sur le packaging, l'image de marque, la communication en amont, pour que tout seul, sans qu'il puisse parler, il arrive à se vendre. Et je trouvais ça magique, je trouvais ça beau, tu vois. Et j'imagine qu'aujourd'hui, c'est des skills, enfin, c'est des compétences que tu utilises tous les jours, quoi. Ouais, franchement, quelque part, il y a un peu de ça aussi, ouais. Ça m'a appris des bases, alors des choses qui, en fait, t'apprends sur le tas et qui sont assez logiques, tu vois, mais sinon, il y a quand même des bases, des histoires qu'on a pu nous raconter, des success stories d'entreprises, de marques où tu t'en inspires, ouais, carrément. Qu'est-ce qui te donne envie de créer ta première vidéo ? Il y a une histoire de pâte à choux, non ? Ouais, c'est ça ? C'est ça, carrément. C'est la fameuse histoire. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, j'étais déjà allée voir mon grand-père en lui disant tu peux me donner ta recette de pâte à choux ? Il me dit écoute, faut que tu me vois la faire une première fois, sinon tu n'y arriveras pas. Et ce que je raconte à chaque fois, c'est que moi, je me sens je lui dis écoute, je suis pas trop débile, tu vois, je sais faire une recette, merci, t'es mignon, mais je vais y arriver, tu vois. Mais tu savais déjà faire des recettes à l'époque ? Je savais en faire, mais là, j'étais à l'étape, en fait, j'essayais d'y aller crescendo. Donc là, j'étais à l'étape où j'essayais de faire une pâte à choux, ce qui était déjà un petit niveau pour l'âge que j'avais, mais j'essaye. T'avais quel âge ? Franchement, je sais plus, j'avais peut-être 10-12 ans, quelque chose comme ça. Après, il y a aujourd'hui des jeunes qui sont à 12 ans, ils font des trucs que je sais même pas encore faire aujourd'hui, tu vois. Mais c'était déjà pas mal pour moi. Et donc, je lui dis, t'inquiète, je vais y arriver et tout. Il me la laisse, la recette, comme ça, en disant, t'y arriveras pas. Et je lui dis, j'essaye, j'y arrive pas, évidemment. Donc, je retourne le voir et il me dit, voilà, je te montre et tout. Je le refais, là, j'y arrive. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quelques années plus tard, j'ai une amie qui me dit la même chose. Qui me dit, tu peux me donner ta recette de pâte à choux ? Je lui dis, il faut que tu me vois la faire. Elle me refait le même truc en mode t'inquiète, je sais lire une recette. Je dis ok, tu vois, mais j'insiste, je dis meuf, il y a quelques années, tu vois, j'avais un peu plus d'expérience que toi en pâtisserie et pourtant j'ai pas réussi. T'inquiète, vas-y. Elle l'a fait, elle rate, tu vois, évidemment, mais tout le monde s'y attendait. Et donc je me dis ok, elle habite à 1 heure de chez moi, comment je fais pour lui montrer comme moi mon papy m'a montré il y a quelques années. Et c'est de là où je me dis j'ai pas grand chose à ma disposition à part faire une vidéo. Et les smartphones n'étaient pas je savais pas trop comment me débrouiller. Donc j'ai pris ma GoPro de l'époque et j'avais un harnais que j'avais attaché du coup sur mon buste. Donc ça fait vraiment un peu, tu sais, comme dans les jeux vidéo où tu vois la main du mec avec l'arme et tout. Et moi tu voyais toute ma cuisine et tout. Donc je me fais chier à faire ça. Je fais un montage et tout sur iMovie parce que je sais pas monter ni rien. Et en fait, avec tant de travail, je me suis dit, c'est quand même dommage qu'il n'y ait qu'une seule personne qui le voit. Donc je me dis, vas-y, je vais le mettre ça sur les réseaux sociaux. Et en même temps, je me dis, oh non, je peux pas mettre ça sur les réseaux, la honte et tout, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Donc je me dis, ok, je mets pas ça sur mon profil public, je vais mettre ça sur une page où il y aura pas ma tête, pas mon nom. Et donc je fais un vieux logo comme ça. À l'époque, j'appelle ça Cookiesy parce que Cook Easy, puis ça fait cookies. Et en fait, ça commence comme ça. Et là, je fais quelques vues, quelques commentaires, je trouve ça cool, j'en fais 2, 3, et puis la machine a été lancée. Et t'as fait alors si je me trompe pas, t'as fait pendant 5 ans des vidéos sans qu'on voit jamais ta tête. Non, un an sans qu'on voit ma tête. Un an sans, okay. Voilà. Et j'ai lancé en 2015 ma première vidéo. Donc ça fait 7 ans. Et en fait, c'est 5 ans sans que ça en soit mon métier. C'est ça. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, moi, dans ma tête, j'ai vu une vidéo de toi, une FAQ qui date de 2020, où tu dis « Oh, c'est la première fois que je parle ». Mais en fait, c'était... En fait, c'est la première fois que je faisais une vidéo hors recette, en fait. Ah oui, ok. Voilà, c'était plutôt dans ce sens-là. C'était ma première vidéo YouTube parce que... Où tu parles à la caméra. Parce que même si on me voit, je ne parle pas, en fait, sur mes vidéos. Maintenant, ça a changé depuis 2020, mais je mets des voix off et tout, et j'essaie de me mettre un peu dans le move. Mais sinon, avant, non, on me voyait un peu, mais... Je parle pas, il y a une musique de fond et voilà quoi. Et donc tu te lances, après cette première vidéo là, t'as cette page, t'as Cookiesy. Oui. Qu'est-ce qui te fait dire tiens en fait c'est marrant. J'imagine que tu continues à avoir un travail à côté, c'est ça? Là j'étais dans mes études encore même. Ah ouais. T'es encore dans tes études. Et donc tu te dis let's go, je vais commencer à en faire plusieurs, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, j'étais pas hyper épanouie j'étais en alternance et j'étais pas très épanouie là où j'étais. Et en fait, ça me faisait une sorte d'échappatoire le soir. Donc clairement, quand je rentrais chez moi, j'avais ce côté partager avec des gens que je connais pas une passion, échanger, refaire des vidéos, refaire des vues. Tu sais, il y a une petite adrénaline de dire est-ce que cette vidéo elle va mieux marcher que celle d'avant. Tu dois avoir ça avec tes podcasts aussi, tu vois. Mais voilà, il y avait la machine a été enclenchée et je commençais à devenir un peu addict à ça, quoi. Donc j'ai continué en fait
tout au long de mes études et j'ai jamais arrêté en fait. D'accord. Donc tu avais 20 ans, c'est ça à peu près quand tu as commencé ? J'essaie de resituer un peu. C'est ça, ouais, c'est ça. Ça carrément. fait 7 ans que tu fais ça. Et tu as commencé par où ? Tu as commencé par les mettre sur Facebook à l'époque, j'imagine ? Facebook. C'est de là aussi d'où vient la communauté qui est bien implantée, c'est que ça a commencé sur Facebook. Et après, des gens m'ont dit, mais tu sais ce que tu fais, c'est assez visuel, tu devrais aller sur Insta, c'est ça, Insta, c'est l'image. Et moi, j'avais même pas Insta. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on me dit, mais t'as pas d'Instagram personnel, t'as que Cook & Record ? J'ai dit, bah ouais, parce qu'en fait, je me suis inscrite dessus parce que mes abonnés me l'ont demandé, donc je suis née avec un compte juste Cook & Record sur Insta et c'est tout quoi. Donc tu faisais des photos, j'imagine, à l'époque, c'est ça ? Et tu t'es aussi lancée sur TikTok maintenant ? Ouais. Pareil, tes abonnés te l'ont demandé ou alors c'est toi qui t'es dit tiens, ça pourrait être intéressant ? Non, en fait, c'est plus subtil que ça. En fait, quand TikTok est arrivé en France, ils m'ont contacté pour que je mette mes contenus sur la plateforme. Ah, yes. Ils venaient de racheter Musical.ly, personne ne le connaissait. D'ailleurs, je me souviens, à l'époque, je donnais des cours après mes études. En fait, je suis devenue prof et du coup, je donnais des cours sur les réseaux sociaux parce que je savais un peu en parler quand même. Et je disais à mes étudiants, regardez, il y a TikTok qui va arriver. Je voyais que tout le monde se foutait de ma gueule, tu vois, que c'était en mode c'est n'importe quoi et tout. On s'est tapé un Covid, un confinement, et puis après TikTok c'est devenu voilà. Oui, après faut se rappeler qu'à l'époque TikTok c'était que des chorés et des exactement. Et des musiques quoi. Et du coup c'est pour ça qu'ils sont venus chercher des créateurs comme moi pour dire il faut absolument qu'on montre que TikTok c'est autre chose. Donc ils m'ont dit tu fais pas des chorés, tu fais pas. Enfin ils savaient très bien de toute façon que j'en faisais pas, mais ils m'ont dit mets tes vidéos de recettes. Voilà. La pâtisserie. Donc ils allaient chercher comme ça des créateurs qui faisaient autre chose que des chorés ou du lip syncing, tu sais un peu à la Dub Smash. Voilà, il y avait beaucoup ça sur TikTok et ils voulaient pas ça. Donc voilà, ils ont recruté des créateurs et moi c'est comme ça. Alors forcément j'ai eu la chance qu'au début TikTok a propulsé mon compte, a montré à fond mes vidéos. Donc forcément les abonnés sont venus très vite et voilà, ça vient de là. Ok, donc mais vraiment ce truc d'avoir à la fois 500 000 abonnés sur TikTok et d'avoir 600 000 abonnés sur Facebook, je trouve ça assez dingue, c'est super rare. C'est deux extrêmes, ouais. Non mais c'est soit l'un soit l'autre en général, hein. C'est super rare de réussir à avoir les deux. Tu crois vraiment que c'est l'amour de la pâtisserie qui réunit tout le monde ? Bah peut-être, hein, écoute, en soi il y a des jeunes qui ont cette passion. Après, il y a aussi le côté, voilà, tu vois, sur TikTok, c'est des contenus qui sont un peu viraux, c'est des contenus, tout ce qui est tuto, voilà, on aime regarder, mais on les refait pas forcément. Moi, très sincèrement, c'est peut-être pas la communauté que je préfère parce qu'effectivement, je vais partager. Les gens vont pas forcément le refaire, alors que sur Facebook et Instagram, là, je sens que les recettes, elles sont là pour aider les gens et elles sont utiles. Et je reçois tous les jours des photos de personnes qui refont les recettes. Donc ça, c'est hyper gratifiant. Donc tu vois, déjà là, on voit une différence de l'utilité du contenu. Et de cela, tu te dis, bon, peut-être que je sers un peu moins à rien, mais ça te permet... Voilà. tu te dis que ça rentre dans le flux, c'est ça ? Non, mais c'est un vrai truc, hein, je trouve... De te dire ok t'as 500 000 abonnés, j'ai vu que t'as 7 millions de j'aime, enfin tu vois t'as vraiment des chiffres hyper impressionnants, mais d'un autre côté pour toi en tant que créatrice c'est peut-être moins gratifiant que d'avoir t'as 130 000 abos sur Insta, donc t'as une moins grosse commu, c'est ça, mais t'as plus d'interactivité quoi, plus d'interaction pardon. Carrément, sur Instagram et Facebook c'est vrai qu'on a énormément d'interaction et d'échanges avec les abonnés et ça c'est vraiment très très cool. Ok, dans cette FAQ il y a 2 ans t'étais en train de raconter qu'en fait tu faisais aussi coach Google, c'est ça ? T'as fait ça pendant des années, tu le fais encore aujourd'hui ? Non, je le fais plus maintenant, mais je l'ai fait pendant des années et pareil, il y a vraiment une période de ma vie où je faisais 1000 choses. C'est-à-dire que cette opportunité, elle est arrivée, j'étais dans les études et ça a vraiment été on va dire un concours de circonstances. Parce que ce mail, cette proposition n'aurait jamais dû arriver dans ma boîte. Elle aurait, vraiment, oui. Okay. Et c'est la personne en charge du recrutement pour ce programme-là devait l'envoyer que aux écoles de commerce. Moi, j'étais dans l'école de communication, donc déjà, ça n'avait rien à foutre là. La personne dans l'école de communication devait sélectionner les profils et donner les mails des profils, sauf qu'elle l'a envoyé à tout le monde. Donc en fait, c'est les erreurs de 2-3 personnes ont fait qu'à la fin, j'ai eu ce mail, j'ai postulé. Et j'ai eu la chance d'être prise, mais du coup j'étais en études, donc pour te resituer, j'allais en cours donc quelques jours par semaine. Le reste du temps je travaillais. Et en fait ces opérations là avec Google, c'était bien souvent le vendredi et le samedi. Donc le vendredi je posais un jour de congé pour pouvoir travailler avec Google et je partais le jeudi soir et je rentrais le dimanche. Et du coup j'avais 3 activités et j'avais Cookizy aussi le soir. Donc je faisais 4 trucs à ce moment-là en ayant 21 ans, tu vois, quelque chose comme ça.
T'as la sensation que c'était important pour toi de faire le plus de trucs possible, c'est ça? Ouais, absolument. Moi, je suis quelqu'un qui pense énormément et j'ai très vite décelé que si je ne faisais rien, je pensais beaucoup. Ça me faisait bader, mais vraiment. Ça te fait bader de penser? Ouais. En fait, si mon esprit n'est pas occupé, je commence à penser à tout et n'importe quoi et ça, ouais, ça peut me rendre triste, ça peut me rendre peut-être un peu moins maintenant, mais à l'époque, c'était assez violent. Et en fait, d'occuper mon esprit, alors occuper une série, ça va un temps, mais à un moment donné, ça occupe pas assez parce que tu peux regarder et ton esprit y pense. Tu vois, un peu comme quand tu lis un livre et que t'as lu une page et tu te dis, en fait, j'ai pas lu, je pensais. Et ben, c'était un peu pareil. Donc, mais d'avoir des activités comme ça, j'avais pas le temps en fait Et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien quelque part. Voilà. Indirectement, je cherchais à faire un max de choses. Ok. Est-ce que tu as la sensation que quand tu cuisines et quand tu fais de la pâtisserie, ça te met un peu dans un état méditatif, ouais, c'est ça? Ouais. Il y a un truc un peu de revenir à ce que tu es en train de faire vraiment? Ouais, absolument. En fait, c'est assez fou parce que ça, c'est des trucs que les gens comprenaient pas forcément. Mais quand moi, j'avais passé une sale journée, ça me détendait de faire de la pâtisserie. Et pour plein de personnes qui n'avaient pas cette passion, elles me disaient mais c'est pas possible, enfin, c'est une corvée, tu vois, c'est faire à manger, c'est relou, t'en mets partout, non, et moi je dis si, ça me détend à fond et ça me fait du bien. Donc c'est là aussi où tu te rends compte que oui, c'est une passion, dès l'instant que ça te procure du bien-être alors que t'es mort, t'es crevé de ta journée, et voilà, tu sais que c'est ça, quoi. Ah, trop cool. Et qu'est-ce qui et aujourd'hui en fait, de ce fait-là, tu es vraiment à plein temps sur tes vidéos? Ouais. Absolument, oui. Waouh, attendez, je vais faire de la ronron-thérapie en direct. Tu disais dans cette FAQ qu'un jour, tu aimerais bien vivre uniquement de tes vidéos et de ton métier. Oui, parce qu'à l'époque, c'était pas le cas. Et en fait, 2 ans et demi plus tard, c'est le cas, oui, c'est le cas. En fait, comment t'en as fait pour en arriver là? Concours de circonstances. Encore? Ouais. La vie est un concours de circonstances. Ah ouais, non, mais c'est fou. Et en fait, donc j'étais prof dans plusieurs écoles, mais il y avait une école dans laquelle je donnais beaucoup de cours et ça m'assurait un revenu tous les mois. Ce qui est cool quand t'es prof, c'est que c'est pas non plus un travail à plein temps, même si c'est très chronophage, ça prend du temps, mais ça me permettait de moduler quand même, de pouvoir faire d'autres choses, donc Cook & Record. Et donc, il y a une école qui me payait vraiment très bien, mais qui me donnait pas beaucoup de cours. Et j'ai décidé d'aller voir l'école qui me donnait beaucoup de cours et de lui dire, écoute, elle me paye tant. C'est soit tu t'alignes, soit je m'en vais. Ok. Tu vois, la meuf, il va au culot, tu sais. Non, mais je trouve ça intéressant. Voilà. Sauf qu'en face, on m'a dit, eh bien, Lorraine, au revoir. Et du coup, je suis rentrée chez moi et j'avais plus de travail. Attends, gros, parce que d'un côté, ils t'ont dit, bah non, en fait, si tu veux plus, ça dégage, c'est ça? Ouais, mais moi, tu vois, j'ai voulu tenir la négo, tu vois, en mode, je lâcherai pas, tu vois. Ouais. Genre, c'est soit tu m'augmentes, soit je m'en vais. Okay. Donc, je pouvais pas dire, si le mec me dit on peut pas t'augmenter, je dis ok, je reste, tu vois. Je me suis dit c'est mort, tu vois, je suis pas crédible. Donc en t'aurais fait pu faire ça, mais en fait en gros on s'est dit au revoir en se disant écoute voilà, ma proposition c'est ça, et soit tu l'acceptes, soit c'est mort, parce que voilà, si j'essayais de montrer qu'il y avait une porte de sortie, il aurait pris la porte de sortie. Bien sûr. Puis quelques jours après il m'a rappelé en disant désolé, c'est pas possible, tu vois. Et du coup, c'est tout. Ça s'est fini comme ça. Et puis, je voyais qu'il l'avait mal pris aussi que je demande plus. Donc, c'est tout. Et comme je te dis, je suis rentrée chez moi. Et en fait, ça faisait un moment... Toi, tu connais bien Nawel, du coup, mais elle me suivait déjà à l'époque. Son grand regret, c'est qu'évidemment, je mettais trop de temps dans les activités à côté. Elle me disait, mais si t'étais à 100% dedans, ça pourrait marcher, etc. Donc, Nawel, qui est aujourd'hui ton agente, oui, et ça. Avec qui je travaille aussi, moi, par ailleurs. Donc, elle est agente de créatrice de contenu, justement. Et en fait, je l'ai vue il y a quelques jours et je lui ai redemandé, ça fait combien de temps que t'es mon agente? Et en fait, ça fait 4 ans déjà. Ah ouais. Donc, et d'ailleurs, je l'ai écrit dans le livre, je dis, Nawel, c'est marrant parce qu'en fait, elle a cru en moi avant même que je n'y croie moi-même, tu vois. Et c'est vrai, parce qu'il y a 4 ans, je gagnais pas ma vie avec ça. Et donc, là, finalement, je saute sur l'occasion de ne plus avoir de travail quelque part, ou quasiment plus, pour me donner à fond dans Cook & Record. Et en fait, au bout de 3 semaines, je commence à avoir des demandes de collabs, etc. Et à partir de là, j'ai dû profiter un petit peu du chômage, tu vois, pendant 2-3 mois, histoire de faire tampon. Et le temps que les revenus arrivent, et après, c'était parti, en fait. C'est marrant parce que t'as l'impression que cette négo, là, tu l'as menée aussi pour te dire, j'en ai marre de travailler pour aussi peu cher, peut-être que... Et c'était une façon comme une autre de sortir du truc, ou avec le recul?
Je sais pas trop parce que à l'époque, je voulais vraiment qu'ils disent oui, tu vois. Ouais. Je me disais juste, en fait, j'avais fait mon ratio et je me disais, c'est quand même dommage, tu vois, j'ai un bac plus 5 et avec eux, ils payent les heures qui sont effectuées. Mais à côté de ça, ils payent pas les heures de préparation des cours, ni de correction. Et ils te filent des classes de 90 étudiants. Donc, j'ai les corrections, ça dure pas 2 heures, tu vois, Bah oui. ça dure des semaines entières. Et du coup, je disais, mais quand je mets bout à bout toutes les heures et que je divise par mon revenu, je suis payée en dessous du SMIC. Donc je dis, il faut faire quelque chose, quoi. Mais eux, dans leur tête, quand ils regardaient ton taux horaire, c'était énorme. Mais oui, mais c'est parce que c'est seulement les heures qui sont effectuées, donc dispensées. Donc ouais, je me suis dit, non, c'est légitime quand même, tu vois, que je demande plus. Mais avec le recul, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, en fait. C'est génial. C'est très marrant parce que j'ai vraiment l'impression que tu l'as pas fait en conscience, tu vois. Non, je l'ai pas fait en conscience, c'est sûr. Aujourd'hui, voilà, je pourrais détourner un peu la réalité et puis dire ouais j'ai fait exprès et tout, mais c'est pas vrai du tout. À l'époque ça m'a affecté, tu vois. Même si c'est pas un CDI ou quoi que ce soit, j'avais l'impression d'avoir perdu mon travail. Comment t'es venue cette idée de rebond justement et de te dire en fait c'est peut-être l'occasion de... Je sais pas si c'était rebond, on va dire que j'étais pas trop inquiète avec justement le pôle emploi, le chômage, en me disant bon, je vais au moins pouvoir payer mon loyer, c'est cool. Et puis en fait, comme je te dis, j'ai très vite eu des demandes et de collaboration et du coup ça m'a j'ai pu faire des tâches que j'avais pas le temps de faire et puis ça a commencé à me prendre un peu tout mon temps. Je faisais encore un peu coup de Google, donc tu vois, j'avais encore quelques petits jours par-ci par-là qui m'étaient pris, j'étais pas non plus 100% libre. Mais et puis petit à petit, en fait, quand on me rappelait pour refaire quelque chose qui n'avait pas de lien avec Cook & Record, je disais non, en fait. J'ai honoré tous les contrats, les engagements que j'avais déjà actés avant. Et après, dès qu'on me redemandait, je demandais limite combien ça allait être payé. Et puis si c'était pas assez intéressant ou que je sentais que j'allais plus me plaire en continuant à faire des vidéos, je déclinais gentiment. Voilà. Tu me disais avant qu'on démarre l'interview que ton podcast préféré c'était Histoire d'argent, qui est un autre podcast que je fais. Qu'est-ce qui t'intéresse en fait Non mais ça m'intéresse. Qu'est-ce qui m'intéresse Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce podcast et dans le rapport à l'argent? Je pense que il y a une partie du truc, c'est que l'argent a été beaucoup tabou, je pense, dans ma famille quand j'étais jeune, et ce qui faisait qu'il y a plein de choses que je comprenais pas forcément. J'ai fait économie, un bac ES, et j'ai beaucoup apprécié qu'on m'explique comment fonctionnait l'argent, on va dire au niveau national, mondial. Ça me permettait de comprendre plus de mécanismes, et en fait. L'argent, si tu veux, j'ai très vite senti, moi je viens d'une famille assez modeste, que en fait ça te libère de beaucoup de choses. Enfin, il y a des interviews où les mecs vont dire l'argent, ça permet de pouvoir dire non. L'argent, ça permet de, tu vois, un couple lambda s'engueulerait s'il y en a un qui a oublié de prendre un billet d'avion. La dernière vidéo que j'ai vue par rapport à ça, c'était ce sujet-là. Et quand t'as de l'argent et que tu peux dire pas de problème, chérie, attends, on va en reprendre un, ça fait rien. Bah ouais, c'est pas pareil, tu vois. Et du coup, je suis hyper intriguée par ça, par le pouvoir que peut avoir cette notion, ce truc qu'on a créé pour une valeur monétaire d'échange. Avant, on s'échangeait des brebis et des moutons, enfin tu vois. Et un coup, on s'est dit tiens, et je trouve ça ouf en fait. Je trouve ça ouf et en même temps, j'ai l'impression que c'est ce qui régit et qui quantifie le succès de quelqu'un et que c'est pas forcément légitime, mais on continue de le penser. Enfin, tu vois, il y a vraiment plein de choses autour de ça qui m'intriguent énormément, tu vois. Ok. Tu viens de sortir un livre ? Oui, absolument. Chez Albin Michel ? Oui. Et tu racontais là juste avant l'interview que vous avez acheté un stock de livres. C'est ça. Pour pouvoir le vendre par vous-même. Oui. C'est un risque pour vous. Bon, alors un Ouais. risque calculé, j'imagine, parce que tu as un système de précommande, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais ça veut dire aussi que, comme on en parlait un peu avant, tu vas en profiter pour dédicacer tous les livres et tout. C'est ça. Mais donc tu vas utiliser, tu vois, tu vas y passer 2 jours, clairement. Plus, c'est sûr. Plus que 2 jours. Tu vas utiliser ce temps-là à faire ça, tu vois, pour gagner. Alors certes, tu disais, ça va permettre de gagner un peu plus d'argent parce que ça, pour le coup, 100% des revenus c'est pas 100% non plus, Oui. Mais la maison se fait quand même de l'argent sur nos ventes. Ok. Ça c'est l'édition, la maison d'édition. Ouais, absolument. Donc non, en fait, si on se faisait 100%, c'est comme si on achetait le livre au prix de sa fabrication, ce qui n'est pas du tout le cas. Ok. Voilà. Mais donc je me disais, c'est intéressant de voir que t'es dans ce truc de ce fait-là, on va envoyer nous-mêmes les trucs, etc. C'est une vraie volonté de ta part à ce moment-là de te dire tiens,
En fait, si tu veux, c'est le 3e livre que je fais. Le tout premier qui était une sorte de crash test, vraiment. Nous, on dit que c'est un fascicule, tu vois, tellement il est tout petit, tout fin. C'était vraiment est-ce que les gens sont capables, prêts à m'acheter quelque chose? Parce que ça fait 5 ans que tu es sur les réseaux, ok, mais si je sors quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a 10 personnes qui l'achètent, 100, 1000. Et donc, on lance un petit truc avec un pote qui fait des albums photos. Donc, il m'aide et tout. Il a les contacts dans l'imprimerie, tout ce qu'il faut. Et donc, je lance ça. Et forcément, là, faut produire. Il faut s'engager sur des quantités. Il faut acheter le stock. Et puis ensuite, il faut les expédier. J'avais plutôt bien kiffé, en vrai. J'avais trouvé ça très impressionnant de voir la quantité de livres sur des palettes et tout. T'en as vendu combien? J'en avais vendu 3000, mais en 3-4 mois, parce qu'après, j'ai arrêté de le produire. J'en étais pas fière, en fait. Aujourd'hui, on me le demande encore. Il y a des gens qui ont l'autre livre, le 2e, et puis qui ont commandé le 3e, et qui disent « Mais je veux le premier, il n'existe plus. » Et c'est moi tranquille. Ouais. C'est mon enfant répudié. Voilà. Mais en fait, j'en suis pas fière, parce que la mise en page, elle est pas ouf, parce que la couverture, elle est même pas rigide, tu vois. C'était le premier, quoi. Voilà, c'est le premier. Mais on dirait un prospectus. Clairement. Je vais te le montrer après. Vraiment, c'est indécent, tu vois. Et ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est que je l'avais montré aux personnes qui ont travaillé sur le livre chez Albin Michel. Quand je leur ai montré, elles m'ont dit « Oh, tu l'as vendu combien ?» Je dis « 20 €, tu vois. » Elles étaient choquées parce que elle, tu vois, dans une maison d'édition, un livre qui se vend 20 €, la couverture, elle doit être quali, le livre doit être épais. Là, t'as un truc, tu te dis, c'est un petit carnet, tu vois. Donc du coup, je prends conscience aussi qu'il y a une vraie force là-dedans et il y a un vrai potentiel. Et donc, on est bien d'accord que les gens qui t'achètent ton prospectus 20 €, c'est avant tout pour te remercier de tout ce que tu as pu faire, non? C'est pas forcément pour avoir 20 € de livres en échange. Ouais, je pense que toute personne sensée se dirait il y a une couille dans le pâté, tu vois. Mais je pense que les gens, après, les recettes, elles sont quand même, j'ai envie de dire, travaillées. Elles fonctionnent à 100%. Donc, il y a une certaine confiance aussi par rapport à ça, de se dire, OK, ça marchera à 100%, dans 100% des cas. Mais ça m'a au moins donné la confiance et l'assurance de me dire, OK, sur toute l'année 2021, j'ai consacré quasiment toute mon année à faire le livre que j'avais un peu dans mes rêves, mon petit carnet de recettes. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire avec une maison d'édition parce que je voulais absolument qu'il soit à spirale. Et tout le monde m'a dit, hors de question, spirale, c'est mort. Il faut absolument qu'il y ait une tranche pour qu'il aille dans une bibliothèque et tout. Hors de question. Donc, je l'ai fait toute seule. J'étais contente. Et encore une fois, voilà, on a commandé, on en a vendu 6000 donc sur un an. Et pareil, on les envoie nous-mêmes et tout. Ça a été incroyable. Ça a été des nuits à travailler et tout. C'était ouf. Mais je te disais aussi tout à l'heure, d'un coup, tu te rends compte en fait de la portée qu'ont tes vidéos, tes contenus, ce que tu fais au quotidien depuis 5 ans, 7 ans. Moi, je voyais ces quantités de livres. Je me disais, waouh, il y a tous ces gens qui ont acheté ça. Donc là, chaque livre, il va aller dans une maison différente, en France ou même ailleurs, parce qu'on me le commande aussi en Europe et tout. Et là, tu te rends compte de la puissance de ce que tu fais, de l'impact que tu peux avoir sur les gens. Et je trouve ça beau, tu vois. Tu t'en rends compte un peu quand même. J'imagine que les gens, tu vois, quand tu dis qu'ils t'envoient leurs recettes en photo, c'est canon, quoi. Évidemment, mais en fait, il y a plein de personnes aussi de l'ombre qui ne disent rien, qui n'envoient rien. Et un jour, ils vont t'envoyer un message. Et je regarde, il n'y a aucun historique, aucun message avant. Et ils vont te faire une déclaration d'amour en te disant « Mais moi, ça fait 7 ans que je te suis, et ceci et cela. » Et je dis « Mais tu n'as jamais parlé. Ouais. Donc je me dis, ils sont combien ces gens-là qui disent rien? Ils sont beaucoup. Voilà. Ouais. Et en fait, si, là, tu te rends un peu plus compte. Et puis après, on se moque de moi, mais tu vois, 130 000 abonnés, c'est un 1, un 3, un 0. Puis sur Insta, il y a un K à côté, tu vois. C'est quoi? Et ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et si ils étaient tous devant moi, oui. Et il y a quelqu'un une fois qui m'a dit, ouais, ça fait tant de stades de foot ou je sais plus trop quoi. Mais sinon, c'est tellement pas palpable pour nous. On est habitué aux chiffres. Et puis maintenant, avec les autres plateformes, les millions d'abonnés, les millions de vues, en fait, quand on a 130 000, tu sais, limite, c'est pas tant que ça. Mais si, en fait, c'est énorme. Tu t'es un peu dans la comparaison? Dans la comparaison, le truc, c'est qu'avec notre métier, tu vois, on doit vendre forcément des collaborations, des choses comme ça. Donc, on se compare un petit peu aussi. En vrai, si, on est obligé de se comparer, ouais, un petit peu. On regarde ce que les autres font. Moi, je fais beaucoup de veille sur les réseaux sociaux pour regarder quelle marque communique, avec qui, comment un influenceur ou un créateur de contenu, on va dire, tourne son placement de produit pour que ça passe bien et tout. Je suis hyper curieuse de ça, ouais.
Mais là, c'est pas pareil, c'est plutôt de la veille que de la comparaison. Ouais. C'est pas la même chose. Ouais, si, c'est de la veille. Oui, c'est beaucoup de veille, on va dire. Mais du coup, t'es obligé après de regarder. Tu te dis, ok, je vais choper les chiffres que je peux regarder. Et puis, tu peux comparer aussi avec les tiens, tu vois, évidemment. Pour soit te rassurer, soit pas te rassurer du tout. Ça arrive aussi. Ça t'arrive ? Je sais pas, de pas te rassurer du tout, de te dire, oh putain, je suis vraiment à la ramasse. Ouais, ça a pu arriver, mais après, le truc, c'est qu'on peut pas être excellent dans tout. Donc, des fois, on a des lacunes sur certains trucs. Et puis après, on se dit, en fait, ça, nous, on a telle force, c'est ça, et c'est génial, tu vois. C'est quoi tes lacunes ? Je sais pas trop, mais tu vois, si on parle purement au niveau des plateformes de réseau, par exemple, aujourd'hui, nous, on n'est pas hyper bon sur TikTok. J'ai pas réussi à suivre le mouvement du nouveau format qui se fait. Mon format fonctionne très bien sur du Facebook, Insta, sans problème, Pinterest aussi. Mais TikTok, tu vois, c'est pas... ça a été, mais c'est plus. Donc, c'est-à-dire que j'ai réussi à un moment donné, j'y arrive plus aujourd'hui. Voilà, j'ai pas encore trouvé mon format qui va bien, donc c'est une petite lacune, tu vois. Et typiquement, tu fais des formats différents pour chaque plateforme ou tu resize, tu retailles, etc. quoi ? Ça dépend. Tu remontes à chaque fois ? Non, pas toujours. Ouais. Facebook, Insta, les gens ont la même chose. Parce qu'en fait, c'est pas du tout les mêmes personnes. Donc, il n'y a pas vraiment de redite. Les gens me suivent soit sur l'un, soit sur l'autre. Et après, ça dépend. Sur TikTok, des fois, on va remonter un petit peu, ou on va utiliser les musiques de la librairie. On va changer un peu le titre, ce genre de choses. Mais sinon, voilà, on essaie de s'économiser quand même du temps. Parce que c'est beaucoup de travail aussi de faire des vidéos. On met aussi pas que ça. Il y a des photos, des carousels, les stories tous les jours. Donc, voilà. C'est vraiment beaucoup de prod, les gens se rendent pas compte. Il faut sortir des trucs tous les jours. C'est énormément de prod et c'est aussi plein de petites tâches qu'on n'imagine pas. Moi, j'ai la chance d'avoir mon chéri qui m'accompagne et qui pensait pas au début le travail titanesque qu'il y avait derrière. Tu vois, quand je dis tu peux peut-être travailler avec moi, il me disait mais je vais faire quoi ? On s'est posé une après-midi et à la fin il fait ah ouais, il y a tout ça. Il remplissait des pages et des pages. Et aujourd'hui, c'est un truc de fou. Des fois, il est débordé. Comme moi, je suis débordée avec la création de contenu, il l'est avec tout le reste. Tous les à côté. Ouais. Voilà. Après, on a forcément, on vend un livre, donc en fait, on se tape le service client, les gens qui envoient des mails, les retours. Faut aider les gens des fois à commander parce qu'ils ont du mal, ils rencontrent des soucis. Et après, dès qu'ils ont des contenus, tu vois, moi, je mets à disposition mes recettes sur mon site internet. Mais comme c'est des vidéos que je fais, il faut les retaper, les recettes, pour qu'elles soient écrites. Yes. Ça, c'est monsieur qui fait. Et après, pour que les gens puissent l'imprimer, on en fait un PDF. Donc là, pareil, il faut refaire un fichier et le mettre sur le site. C'est monsieur qui fait. Pinterest, etc. En fait, il y a vraiment la comptabilité, gestion des demandes au quotidien. C'est vraiment c'est beaucoup de travail et on s'en rend pas compte. Voilà. Et alors, on parle de tout ça, mais en attendant, il y a un moment donné où tu t'es rendu compte que... alors, je sais même pas pourquoi d'ailleurs, mais tu as décidé de passer le CAP. Oui. Tu te rendais compte que tu n'avais plus le niveau ou que tu avais besoin d'avoir, je sais pas, un diplôme, une légitimité Il y avait un peu des deux. Okay. Et légitimité un peu, mais surtout, comme tu dis, le niveau. En fait, je me suis heurtée à des commentaires, notamment sur Facebook, de gens qui me disaient « Ouais, c'est pas comme ça qu'on fait une pâte à choux. » Enfin, je te donne un exemple, mais c'est pas comme ça. La fameuse pâte à choux, c'est de la merde. C'était peut-être pas la pâte à choux, parce que celle-là, je savais. Oh, c'est celle de papy, calmez-vous. Voilà. Mais il y avait des trucs où, des fois, on me disait « Ouais, c'est pas comme ça qu'on fait ça. » Et en fait, au lieu de dire aux gens « Ouais, t'as raison, mais moi, je fais comme ça. » Ou dire « Non, c'est vraiment comme ça. » J'étais en bug. Je me disais « En fait, je sais pas. Je sais pas si la personne a raison ou tort. J'en ai aucune idée. » Et ça commençait à me faire un petit peu chier, parce que avec les centaines de milliers d'abonnés qui s'accumulaient, je me disais là, j'arrive au bout de ce que je peux transmettre aux gens, j'arrive même pas à leur donner des vrais conseils, je sais plus. Et donc je me suis dit ok, peut-être que oui, forcément j'ai fait un master marketing, j'ai rien fait dans la pâtisserie, faut pas s'étonner. Et voilà, c'est de là où est venue l'envie de passer le CAP, où je me suis dit ok, je pense que si je m'inscris, me connaissant, je vais tout faire pour pouvoir l'avoir. Voilà, je sais qu'il faut que je l'ai, donc je vais tout faire. Et je me suis pas inscrite dans une école ni rien. Normalement, un CAP, c'est 2 ans à l'école. J'ai commencé à réviser en janvier parce que je le passais en juin. Donc en 6 mois, j'ai révisé chez moi, toute seule, sans centre de formation, sans rien. On est bien d'accord que c'est pas normal. Après, je pense que j'avais des bases, déjà des bonnes bases. Des petites bases, on va dire. Et après, en fait, quand c'est ta passion,
mais t'apprends à une vitesse. En fait, chaque information que tu découvres, tu fais « Ah ouais, mais c'est trop bien !» Alors que quand j'étais en cours d'histoire géo, j'étais « Ouais, ok, j'en ai rien à foutre. » Vraiment. Et quand c'est ta passion, déjà l'information, tu la trouves géniale et elle reste dans ton cerveau. Et t'as encore en plus envie d'apprendre et de voilà. Donc en fait ça a été très facile, ça a glissé tranquille. J'ai acheté 2 livres, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai fait les annales des années précédentes parce qu'il y a quand même 2 épreuves écrites, donc je voulais pas trop me planter. Et voilà, c'est tout en fait. Et c'est passé crème. Voilà. Et t'as fait des vidéos. En fait, là, t'as décidé de documenter les recettes que tu faisais, c'est ça, pour ton CAP. C'est ça. Je me suis dit allez, comme je me mets à réviser et pourquoi pas faire des vidéos. Alors j'avais pas trop d'espérance parce que je me suis dit c'est des formats qui vont être plus longs, je vais devoir mettre plus de détails parce je voulais en même temps réviser, tu vois. Et il y a des termes techniques que je n'utilisais pas et je me suis dit c'est important que je les ingurgite, donc autant tu vois les écrire, les mettre dans mes vidéos. En plus je vais faire une voix off, donc du coup je vais devoir les dire ces mots-là et ils vont rentrer plus facilement dans mon crâne. Et en fait la première vidéo que je poste c'était la galette des rois, parce que c'était l'épiphanie à ce moment-là, et elle fait des millions de vues. Alors que jusqu'à présent, je sais même pas si j'avais déjà atteint 100 000 vues, tu vois, je pense pas. Donc là, truc de ouf, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu crois que c'était l'effet galette des rois, donc actualité ? Je pense que c'était le format. C'était le format où, en fait, la recette, j'avais mis objectif CAP, et quand je mettais le tampon CAP sur mes recettes, il y avait un côté warning, c'est la recette officielle. Tu vois. C'est comme ça qu'on apprend aujourd'hui à nos apprentis pâtissiers français à l'école à faire une galette des rois. Donc en gros, s'il y a bien une recette à suivre, c'est celle-là. Même si en réalité, moi c'était mon livre de révision qui m'avait donné cette recette, mais il y avait un côté très officiel et très vous pouvez y aller, c'est safe, tu vois. Et t'avais pas peur de rater la recette alors que t'étais en train d'apprendre, on est bien d'accord ? Non, j'ai toujours eu assez confiance sur ça. Ok. Je t'avoue que sur ça, mes recettes quand je les tourne, je préfère tourner et me dire ok, si ça a loupé, j'ai tourné pour rien, mais il y a 1% de chance pour que ça arrive, plutôt que de la faire dans le vide et la faire une deuxième fois alors que je savais qu'il y avait 99% de chance pour que je la réussisse du premier coup. Au tout début, je faisais pas forcément ça, mais aujourd'hui, j'ai suffisamment de maîtrise et de confiance pour me dire je sais que ça va marcher et si vraiment ça marche pas, c'est tout, je la referai une deuxième fois, mais j'ai moins de risques. Parce qu'on est bien d'accord que les recettes que tu fais en direct, tu les fais alors que tu es en train de réviser. C'était recettes de révision. Ouais, c'est ça, carrément. Ouais, j'avais un peu confiance, mais il y a des fois où je me trompais et du coup, je le disais en voix off. Je disais, là, j'ai mis le biscuit là, il aurait fallu le mettre là. Juste faites attention, faites pas comme moi. Je me suis trompée. Mais c'était des petites erreurs, voilà. Et ton bouquin, là, donc, qui sort, qui s'appelle Charles-Ange Pâtisserie, c'est vraiment un bouquin qui est aussi en rapport avec le CAP, c'est carrément. Ça, qui est vraiment une sorte de bouquin de révision finalement. Ça peut être. On pourrait le voir comme ça, quoi. Alors pour les personnes qui passent le CAP, ça peut les aider à fond. Après, je peux pas m'engager en me disant n'achetez que ce livre et vous aurez votre CAP, pas du tout. Mais en fait, c'est mon expérience du CAP qui m'a fait comprendre énormément de choses en pâtisserie. Donc déjà, je regrette pas du tout cette expérience. Et aussi, les retours que j'ai sur les réseaux sociaux depuis 7 ans, où je me suis rendu compte d'un truc de dingue. Après, toi, tu t'y connais pas forcément en pâtisserie, du coup, je vais t'expliquer, mais par exemple, quand tu fais des éclairs à la vanille, voilà, t'as la recette de la pâte à choux, la recette de la crème pâtissière. Et moi, je sors ma recette de ma vidéo d'éclairs à la vanille, et là, énormément de commentaires qui me disent « Oui, c'est bien, mais tu peux nous donner celle au chocolat ». Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a rien à changer. Et la recette est la même, on ajoute juste quelques carrés de chocolat dans la recette de base, et c'est pareil pour ça. La fraise, ça sera pareil, pistache, ça sera pareil. On repart pas de zéro en fait. Et toutes les recettes qui sont aromatisées ou tout ce que tu veux, c'est la recette de base plus un petit truc. Mais donc tu veux dire que tu le savais pas avant de passer le CAP parce que tu avais un peu ce truc de ok, une recette égale. Voilà, c'est ça. Ok. Et j'ai découvert. Alors je le savais déjà un petit peu, mais ça a confirmé, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens ne le comprenaient toujours pas, ou une petite partie des gens. Et je me suis dit, mais en fait, moi, je veux rendre les gens autonomes parce que je vais pas m'amuser à faire la recette de machin pistache, chocolat, café, etc. Alors que, fondamentalement, c'est la même, tu vois. Et donc, ce livre aussi est basé sur ça. Rendre les gens autonomes et leur dire, si demain vous regardez le meilleur pâtissier à la télé et qu'on vous dit dacquoise, praliné noisette, machin, etc. En fait, la dacquoise, elle est dans mon livre. Et quand elle vous donne la saveur, moi, je vous explique comment changer les saveurs. Pour dire, en fait, t'as juste ta Bible qui te sert de recette de base et derrière, comme je t'ai appris à décliner les saveurs, en fait, tu peux faire tout ce que tu veux. Et en fait, la pâtisserie, c'est pas plus compliqué que ça.
Donc le livre sert à ça. Waouh. Ça donne envie de pâtisser, hein. Peut-être pas. Écoute, je commence à me mettre au sucré déjà, au salé pardon, donc déjà c'est du travail, mais c'est dur la pâtisserie. Bah, c'est dur et en même temps c'est facile. Parce que c'est un peu de la chimie en fait. Ouais. Moi, c'est ça que j'adore. C'est que tu peux tout expliquer par des phénomènes scientifiques. Et en ce moment, je m'amuse énormément à faire des posts comme ça sur les réseaux, à expliquer aux gens pourquoi par exemple la levure elle monte pas ou machin. Et des fois les gens ça marche pas. Mais en fait, quand tu comprends pourquoi, bah déjà tu trouves la solution plus facilement et tu évites de rencontrer le problème. Et le simple fait de se dire, bah tiens, la levure, en fait, c'est un être vivant. Et un être vivant, bah, comme toi, tu peux mourir à 80 ans, mais tu peux aussi avoir un accident et mourir à 50. Oui. Et ben, dans ton frigo, tu peux avoir une levure qui devait mourir dans 10 jours et finalement, elle est déjà morte. Et tu peux rien, mais elle était vivante, en fait. C'est un organisme vivant et ça arrive. Et donc, expliquer ça, de dire qu'elle se nourrit et c'est pour ça qu'elle fait gonfler ta pâte parce qu'elle mange, elle pète, tu vois, comme les gens normaux. Et voilà, et j'explique tout ça parce que je trouve ça fascinant en fait, et que quand tu comprends un sujet, bah t'arrives à mieux le maîtriser. Okay. Et donc le livre, si je peux terminer sur ça, quand on l'a construit, on s'est bien rendu compte qu'en fait sa valeur, c'était pas vraiment les recettes qui étaient dedans, mais tout ce qu'il y a autour. Vraiment, il y a plein de petites astuces, trucs, vraiment voilà, c'est canon. Ouais. C'est ça qui fait la valeur, autre que les recettes, parce que tu peux en trouver plein des recettes un peu partout. Mais là, c'est plus comment on fait des variantes, comment ne pas se tromper, récupérer quelque chose qui est raté, ce genre de choses. Trop bien. Et en plus, tu vois, pour moi, c'est pour ça que je te dis que pour moi, la pâtisserie, c'est vachement plus dur que la cuisine classique, on va dire, parce qu'il y a vraiment moyen de rater facilement, quoi, tu vois. Ouais, alors que moi, je dirais l'inverse, tu vois. Moi, j'ai plus l'impression que c'est genre, tu fais ça plus ça, tu fais chauffer à telle température et c'est bon, ça fera un gâteau. C'est sûr et certain. C'est plus mathématique, tu vois. Ok, tu le dis, je te crois, je vais tester. Ouais, en fait, bah j'ai ton bouquin à la maison, je vais tester. C'est quoi tes projets à venir? Alors, projet à venir. Parce que là, tu peux faire n'importe quoi maintenant avec cette commu là que t'as. Tu te rends compte que t'as vendu quoi, 2000 bouquins en l'espace de quelques jours là. Une semaine, projet à venir, je pense on aimerait se tourner vers plus du matériel. En fait, mon but c'est un peu, encore une fois, d'être vraiment utile aux gens. Et depuis le début, c'est ça. Mes recettes, elles sont là pour. En fait, moi, je fais les tests des recettes quelque part et j'évite aux gens de perdre du temps en allant sur Internet, en tapant n'importe quoi et en tombant sur des recettes qui ne fonctionnent pas. Parce qu'il y a plein de magazines aujourd'hui qui font ça et moi, ça m'énerve. Et ça balance. Ouais. Et non, mais c'est vrai, en fait, ils mettent une recette et ils se disent, tiens, recette d'une forêt noire. Et ils disent, attends, on va aller prendre une belle photo de forêt noire pour illustrer en pensant que c'est juste une photo d'illustration. Sauf que non, en fait, nous, quand on veut la recette, c'est parce que la photo que tu as mis, on veut la recette de ce gâteau. C'est ce que tu viens de faire. Tu vois Donc en fait, pendant qu'eux pensent que c'est une image simplement d'illustration, photo, nous c'est ça qu'on veut faire. Donc ça induit beaucoup en erreur souvent. Et donc moi j'essaie de justement débroussailler tout ça, aller chercher les bonnes recettes et faire les tests pour éviter que les gens perdent du temps là-dessus et soient frustrés quoi. Ce qui fait ma force parce que les gens qui testent mes recettes, au bout de quelques fois disent mais en fait ça marche tout le temps chez toi, c'est trop bien, ça donne exactement ce qu'il y a sur la photo, comme par hasard. Et donc ils sont fidèles finalement, c'est ça qui est cool. Et donc ce que j'aimerais c'est décliner ça sur plus du matériel parce que encore une fois au niveau du matériel il y a plein de marques qui vont te vendre des choses qui sur le papier ont l'air géniales et qui dans la pratique sont nul à chier, vraiment qui ne servent à rien, t'as dépensé ton argent pour rien et du coup voilà j'aimerais pas disrupter mais me dire mettre à profit mon expérience et les choses qui fonctionnent pas pour créer du matériel qui soit vraiment utile et qui fonctionne à tous les coups. Donc tu voudrais créer ta marque de matos? J'aimerais bien. Alors par contre c'est dans un moment, c'est pas tout de suite, ça va prendre du temps. À qui on peut faire appel là, quelle marque? Je suis nul en... C'est quoi là? Je ne sais pas s'il y a une marque en particulier. Magimix. venez voir Lorraine. Je sais pas, peut-être pas du tout. Non, je pense il y a tout à créer parce qu'il faudrait aller voir des industriels pour façonner les produits. Ah oui, donc tu voudrais vraiment les créer de base. Oui, absolument. Ouais. En fait, ça m'intéresse pas de prendre un produit, d'apposer mon nom dessus et de dire il est vendu, je sais pas, plus cher ou je sais pas parce qu'il y a écrit Cooking Record dessus. Tu vois, ça s'appellerait pas Cooking Record, c'est sûr. Mais ouais, non, je préférais vraiment les imaginer, même si
On sait bien, dans l'industrie, il y a déjà des moules qui sont faits, et si quelque chose me correspond, il n'y a pas de problème, quoi. Mais ça serait pas en partenariat avec une marque. Ok. Ce serait vraiment la création. Ah oui, donc tu parles là-dedans, quoi. Tu veux devenir industriel de la cuisine, quoi. Bah, je sais pas, mais en tout Non, cas, mais alors, ça peut être un chouette projet, en plus. Hein. Ouais. Après, vraiment, on va y aller étape par étape, et c'est plus un objectif, je dis pas de vie, mais voilà, c'est pas dans 1 an ou 2 ans, ça peut être vraiment dans très longtemps. Ok. Ok. Non, c'est marrant. T'as pensé un petit peu à quoi ressemble Cook & Record dans 10 ans? C'est vraiment... Non, t'as pas réfléchi à ça? Et c'est marrant, on me pose souvent cette question, mais non, parce que quand je l'ai créé, déjà, je savais pas que je serais là, à un moment donné. Et quand t'écoutes un peu mon parcours, en fait, j'ai l'impression que je voulais des choses, je les ai eues, je les ai pas eues, puis ça m'a amené à des endroits qui parfois étaient mieux que ce que je voulais à la base. Et j'ai fini par voir la vie comme une sorte un peu comme une série, et puis je la regarde, en fait, tu vois. Je suis le personnage principal, mais en même temps, je suis la première spectatrice, et puis je me dis, dans 10 ans, en fait, j'ai juste hâte de voir ce qui va se passer. J'attends. Je suis actrice, évidemment, de ma vie, mais en fait, j'y crois. Je crois au fait qu'il va m'arriver beaucoup de belles choses, mais aussi plein de merde, mais c'est comme ça. Et en fait, j'ai hâte de connaître la suite. Juste voilà. Merci beaucoup, Lorraine. Mais avec plaisir. Je mettrai tous les liens dans les notes de cet épisode. Tu sais, c'est des notes dans le podcast, c'est pas des descriptions comme sur YouTube. Pour que vous puissiez retrouver ton travail, ton site internet, ton livre, etc. quoi. Ce sera tout dans les notes. Merci en tout cas, c'était vraiment cool. Merci à toi. De parler plus sur ton histoire. Salut. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com, tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. Voilà, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.